Mais 1963, une équipe d'alpinistes américains se sépare en deux pour planter le drapeau et marquer l'histoire. L'un suit la voie connue jusqu'au sommet de l'Everest. L'autre prend un chemin d'où nul n'est jamais revenu vivant. Pas de soutien, pas de Sherpa, et au moment où ils appellent à l'aide par radio, il est déjà trop tard. C'est l'histoire de l'ascension la plus audacieuse de l'Everest et de l'homme abandonné. Bienvenue dans l'extrême. En 1963, l'Amérique perdait la guerre froide à tous les niveaux qui comptaient pour le public. Les soviétiques nous avaient devancés dans la conquête de l'espace. Ils gagnaient la guerre de propagande et puis il y avait l'Everest, la plus haute montagne du monde, et pas un seul Américain ne s'était tenu à son sommet. Le chef de l'expédition, un Suisse-Américain nommé Norman Dierenfurt, a décidé de changer cela. Il avait mis 2 ans à obtenir des financements, dont National Geographic. Il voulait non seulement des Américains sur l'Everest, mais aussi des photos. Des photographies parfaites et héroïques qui montreraient au monde la véritable supériorité américaine. Alors, ils ont réuni 19 des meilleurs alpinistes du pays. Voici le point, le groupe principal n'était pas composé d'alpinistes classiques. Originaires du Wyoming, ces hommes n'étaient pourtant pas des cow-boys. Des guides de montagne, passionnés de ski et pros de l'escalade avaient formé une petite communauté d'alpinistes à l'ombre des Tétons. Ils vivaient dans des chalets en A, tenaient des magasins de ski et guidaient l'été des clients aisés au sommet du Grand Téton. Les autres alpinistes les surnommaient la tribu des Tétons et ils étaient réputés différents. Norman dira plus tard que les engager fut à la fois sa meilleure et sa pire décision. Jake Breitenbach était l'un de ces gars-là. Âgé de 27 ans, il venait d'épouser Lou, une femme brillante diplômée de Harvard, et tenait un petit magasin de ski au pied de la montagne Snow King. À l'époque, il était l'un des meilleurs grimpeurs techniques de Jackson Hole dans le Wyoming. Mais tous ceux qui grimpèrent avec Jake savaient qu'il y avait quelque chose d'étrange dans sa relation avec les montagnes. Tout a débuté au mont Owen dans les Tétons. C'était un sommet que ses amis pouvaient pratiquement gravir en marchant, mais Jake a tenté de l'escalader 8 fois sans succès. À chaque fois, quelque chose tournait de façon catastrophique. Des tempêtes soudaines, des chutes de pierres, des défaillances d'équipement. Les autres guides ont plaisanté que le mont Owen avait une ordonnance restrictive contre Jake. Puis les accidents ont empiré. En 1961, alors qu'il guidait 3 clients sur le Grand Téton, les cheveux de Jake se sont soudain dressés. Avant qu'il ne puisse réagir, la foudre l'a frappé directement. Pas à côté de lui, l'éclair l'a réellement frappé en pleine poitrine. Ses clients ont dû regarder avec horreur l'électricité parcourir son corps. Il a fait un arrêt cardiaque pendant 30 secondes. À son réveil, il portait des marques de brûlure au point d'entrée et de sortie de la foudre. Une personne normale serait descendue tout de suite. Jake a terminé l'ascension. « J'ai déjà été sur une montagne lors d'un orage et je n'imagine pas vouloir atteindre le sommet après ça. » David Dornan a un jour dit qu'il existait des histoires où la montagne s'était retournée contre lui. Maintenant, David n'était pas un gars superstitieux. Guide de montagne professionnel, il ne pouvait pourtant ignorer l'impression que Jake était maudit. En 1962, Jake conduisait lorsqu'un énorme rocher est tombé et l'a presque touché. Ça l'aurait tué sur le coup. Le client a dit que Jake est simplement resté là, fixant l'endroit où le rocher avait frappé, et a dit calmement « ça se rapproche ». 3 semaines avant son départ pour l'Everest, la femme de Jake, Lou, le suppliait de rester. Elle l'avait vu survivre à des éclairs, esquiver des chutes de pierres et sortir indemne d'accidents normalement mortels. Elle savait sa chance avec les montagnes et redoutait qu'elle s'épuise un jour. Mais Jake insista. C'était l'opportunité d'une vie, la première expédition américaine à l'Everest, une chance de marquer l'histoire. Le chef de l'expédition avait sélectionné Jake et 6 alpinistes des Tétons pour leur statut d'élite parmi les alpinistes américains. Comment aurait-il pu refuser ça? Il devait y aller. Début mars 1963, l'expédition américaine de l'Everest a entamé son voyage. L'équipe réunie par Norman Dierenfurt était sans précédent pour l'Amérique dans l'Himalaya. 19 Américains soutenus par 32 Sherpas et 909 porteurs transportant 27 tonnes de matériel. Du Jackson Hole venait le groupe principal, Jake Breitenbach, Dick Ponnell, Barry Bishop, Dave Dingman et Willie Unseld.
D'autres régions du pays venaient des alpinistes tout aussi redoutables. James Big Jim Whittaker, un gérant de magasin impressionnant de près de 2 mètres dont la confiance était absolue. Tom Hornbein, médecin du Missouri. Ludger Stead, enseignant en Oregon. Chaque homme a été choisi pour ses compétences en escalade et son caractère sous stress extrême. Leur plan dépassait tout ce qui avait été tenté sur l'Everest. La plupart des expéditions privilégiaient une seule voie, mais Norman a choisi d'attaquer par 2 itinéraires. L'équipe principale suivra l'itinéraire éprouvé du col sud. En parallèle, un petit groupe viserait la crête ouest, encore invaincue et jugée impossible. Personne ne l'avait tenté et survécu. L'équipe a rejoint Katmandou puis a commencé la marche vers l'Everest. En 2 semaines, ils ont parcouru vallées et villages du Népal, gagnant peu à peu en altitude. Le 14 mars, ils sont arrivés au monastère de Tangbaj, à 12 700 pieds d'altitude. Ici, Jake a écrit une lettre à sa femme Lou. Dans sa lettre, il raconte avoir mangé du bouquetin sauvage et bu du sheng avec des familles Sherpas. Il parlait de la vie insouciante d'un jeune aventurier dans un endroit exotique que peu d'Américains avaient jamais vu. Puis Jake a écrit quelque chose qui me donne encore des frissons. Nous avons maintenant été divisés en 2 groupes, l'un pour le versant sud et l'autre pour une tentative sur l'arête ouest. Barry et moi sommes sur l'arête ouest et satisfaits. Tenter cette voie réduit nos chances et seins de gravir la montagne et rend très improbable que l'un d'entre nous sur l'arête ouest atteigne le sommet. Cependant, il ne faut pas laisser passer l'occasion d'essayer une nouvelle voie. Il a fini la lettre quand les nuages de l'après-midi arrivaient. Je n'aurai sans doute pas d'autre chance d'écrire avant le camp de base. Tu me manques énormément. Avec amour, Jake. Jake scella la lettre et la remit à un messager pour Katmandou. Il remit son sac sur l'épaule et repartit vers l'Everest. Le 21 mars, l'équipe établit son camp de base à 17 800 pieds sur le glacier du Khumbu, un mois plus tôt que toute expédition précédente. Au-dessus d'eux se dressait leur premier obstacle majeur, la cascade de glace du Khumbu. Les Sherpas voient cette partie comme la section la plus dangereuse de l'Everest, et ce n'est pas sans raison. C'est bien ce que c'est, une cascade gelée mortelle. Imaginez des blocs de glace de la taille d'une maison empilés les uns sur les autres, comme dans un immense jeu de Jenga, sauf que les blocs bougent, se fissurent et s'effondrent, constamment sans prévenir. Des crevasses si profondes s'ouvrent qu'on n'en voit pas le fond. Les sorocs, tours de glace, penchent à des angles improbables, maintenus seulement par la physique et la chance. Tous les alpinistes ayant déjà été sur l'Everest vous diront la même chose. La cascade de glace du Khumbu est l'endroit où de nombreuses personnes meurent dans ce labyrinthe de glace au pied de la montagne. L'équipe a passé 2 jours à préparer leur itinéraire à travers la cascade de glace. Contrairement aux expéditions modernes équipées d'échelles en aluminium, ils ont improvisé avec des cordes, des planches et tout ce qu'ils trouvaient. Enfin, le matin du 23 mars, c'était le premier vrai jour d'escalade de l'expédition. Conditions parfaites, ciel dégagé. La température était juste en dessous de 0. Jake était encordé à Dick Ponal, un autre guide du Wyoming. Il suivait un itinéraire que les Sherpas avaient marqué avec des drapeaux la veille. À 10h30, ils traversaient une zone très instable lorsqu'ils l'ont entendu. Maintenant, si vous n'avez jamais entendu un glacier s'effondrer, ce n'est comparable à rien d'autre sur Terre. Ça commence par une fissure profonde, comme si la planète elle-même se brisait en 2, puis ça devient un grondement tonitruant qui emplit toute la vallée. Jake a sans doute 2 secondes pour lever les yeux et voir cette tour de glace, plus haute qu'une maison de 3 étages, penchée vers lui comme un gratte-ciel en chute. Et là, il comprend. Il sait parfaitement ce qui va se passer. Il n'y a nulle part où fuir. Ce à quoi vous vous attendiez est arrivé. La montagne a emporté Jake. La glace est tombée comme le poing d'une créature mythique en colère. Des tonnes et des tonnes de neige et de glace compressées se déplaçant plus vite qu'un train de marchandises. Jake Breitenbach a disparu. Une seconde, il était là, et la seconde d'après, il avait disparu. Ses coéquipiers ont commencé à creuser frénétiquement là où ils pensaient qu'il pouvait être, mais c'était sans espoir. La corde d'escalade orange de Jake a disparu sous des tonnes de débris. Ils ont creusé pendant 6 heures jusqu'à ce que leurs mains soient à vif et en sang, mais il n'y avait rien. Jake était enseveli quelque part sous ce chaos de glace et de neige, comme vaporisé. Ils n'avaient dû pas d'autre choix que de couper la corde et de laisser leur ami derrière eux. L'équipe au camp de base a organisé une cérémonie commémorative ce soir-là.
Les Sherpas ont brûlé du genévrier en chantant des prières. La plupart des Américains sont restés assis, stupéfaits et silencieux. Plusieurs alpinistes ont écrit dans leurs journaux que la mort de Jake semblait inévitable, comme si la montagne avait finalement récupéré une dette. Ils ont voté pour poursuivre l'expédition et c'est probablement exactement ce que Jake aurait voulu. De retour à Jackson Hole, Lou Breitenbach vérifiait anxieusement le courrier chaque jour. Elle savait que Jake écrirait dès qu'il le pourrait, comme toujours. Mais depuis son départ, elle ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Elle n'arrêtait pas de penser à ce qu'il lui avait dit 3 semaines avant de partir. Tu vois, Jacques savait un secret. Il faisait le même cauchemar chaque nuit avant l'expédition. Dans son rêve, il était enseveli sous la glace, essayant de s'en sortir en griffant. Mais à chaque tentative de remonter, plus de glace s'effondrait sur lui. Il lui avait dit qu'il ne pensait pas revenir de l'Everest. Quand le télégramme annonçant la mauvaise nouvelle est arrivé, Lou le savait déjà au fond d'elle. Le rêve de Jake s'était réalisé de façon atroce. Il a été enterré sous des tonnes de glace, exactement comme il l'avait vu nuit après nuit. La montagne l'avait appelé depuis le début. Il faudrait 40 années douloureuses avant que Lou ne se sente assez fort pour raconter cette histoire au monde. Mais la mort de Jake n'était que le début. Donc, Jake est enterré sous des tonnes de glace et ses coéquipiers sont dévastés. La mort de Jake a marqué les alpinistes du Wyoming. Cela a transformé leur chagrin en une détermination presque téméraire. Ils ne voulaient plus juste escalader l'Everest. Ils choisissaient la manière la plus difficile, comme si la montagne les défiait après avoir pris leur ami. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'ils voulaient tenter d'escalader l'Everest par l'arête ouest? Je ne t'ai pas dit ça. À l'époque, c'était une option très controversée. En fait, la plupart des alpinistes pensaient que les tentatives par l'arête ouest échoueraient de toute façon. C'est facile à comprendre. L'arête ouest était en fait une sentence de mort déguisée en voie d'escalade. Vous avez eu vos cauchemars habituels. 2340 mètres de montagne inexplorée surplombant leur camp de base avancé, des champs de neige à risque d'avalanche soudaine, un vaste couloir canalisant les pierres comme une piste de bowling et une bande de roches jaunes incontournables paraissant infranchissables. Mais par-dessus tout, ils devraient traverser illégalement en Chine. Au pic de la guerre froide, être attrapé pouvait signifier être abattu comme des espions américains. Surtout, la direction de l'équipe détestait ce plan. Les alpinistes de la crête ouest ont été privés de ressources, fournitures et encouragement. La faction du col sud a voté pour garder les Sherpas pour leur propre tentative, car ils étaient les plus susceptibles de marquer l'histoire. Bien qu'ils aient finalement reçu de l'oxygène supplémentaire et que le chef de l'expédition ait finalement donné son feu vert pour leur tentative d'atteindre le sommet, une fois qu'il était clair qu'ils ne renonceraient ni pas, ils se sont retrouvés pratiquement livrés à eux-mêmes. L'équipe du col sud avançait régulièrement sur l'itinéraire connu. C'est la route qu'Edmund Hillary et Tenzing Norgay ont prise en 1953. Toujours incroyablement dangereux, mais au moins c'était un terrain connu. L'équipe a installé des camps sur la face de Lhasa, posé des cordes fixes et transporté des provisions. Le 26 avril, ils avaient atteint le col sud, à environ 26 900 pieds, bien en avance sur le calendrier. Le 27 avril, Jim Whittaker et Nguyen Gambu ont entamé leur ascension du sommet. Ils ont installé le camp 6 à 28 000 pieds le 30 avril. Le temps était parfait. Ciel dégagé, vent minimal. Tout se préparait pour l'Amérique. Le 1er mai 1963, Whittaker et Ngambu ont quitté le camp à 6 heures. Pas après pas, dans la souffrance, ils ont grimpé plus haut que n'importe quel Américain auparavant. À 11h30 du matin, Jim Whittaker, avec ses 1,95 m, a fait ses derniers pas et s'est tenu au sommet du monde. L'Amérique l'avait fait. Pour la première fois, un Américain a atteint 29 028 pieds, le sommet de la Terre. Whittaker sortit un drapeau américain de 3 pieds, sur 5, et le planta dans la neige. Les étoiles et les bandes fouettaient violemment dans les vents du jet. Lui et Gombu se sont embrassés, se sont tapés dans le dos et ont transmis la nouvelle incroyable au camp de base par radio. Big Jim l'a fait, grésilla la radio. Tout le camp de base a explosé de joie. Des hommes qui n'avaient pas pleuré depuis l'enfance ont pleuré ouvertement. Ils se sont étreints, acclamés et ont dansé. L'Amérique était enfin au sommet de l'Everest. 2 jours plus tard, la nouvelle a fait la une des journaux dans tout le pays aux États-Unis. Le président Kennedy a personnellement félicité l'équipe par lettre.
Après de nombreux succès soviétiques dans la course à l'espace, l'Amérique avait enfin gagné, mais même pendant qu'ils célébraient, l'équipe de Westridge composée de professionnels du Téton, Barry Corbett, Willie Unseld, Tom Hornbein, Dick Ponnell et Dave Dingman a tout de même continué d'avancer. À ce stade, ils étaient animés par autre chose que la logique ou la sécurité. Ils gardaient la mémoire de Jake et voulaient honorer son sacrifice par un acte extraordinaire. Entre le 16 avril et le 13 mai, ces 5 hommes ont transporté presque toutes leurs provisions à la main le long de la crête ouest, respirant un air raréfié et peinant sous des charges approchant les 30 kilos chacun. Ils ont d'abord testé un treuil pour monter le matériel sur les pentes raides, mais il était inutile en altitude. Alors ils l'ont fait à la dure, charge épuisante après charge épuisante. Le 14 mai, Willie et Tom ont entamé leurs derniers préparatifs. Ils ont établi le camp 4 sur les pôles ouest à environ 25 100 pieds. Le lendemain, ils ont atteint le pied d'un ravin escarpé et étroit, une entaille abrupte dans la face de la montagne. Puis la catastrophe a frappé. Dans la nuit du 16 mai, des vents de force ouragan se sont abattus sur le camp 4. Tom et Willie ont passé une nuit terrifiante à tenir les mâts de la tente avec des doigts gelés, tentant d'empêcher leur tente de se déchirer et d'être emportée. À l'aube, leur tente était en lambeaux et la plupart de leur équipement endommagé ou perdu. Toute personne censée se serait repliée immédiatement, mais eux ne l'ont pas fait. Ils ont récupéré le matériel intact et poursuivi leur route. Au 19 mai, le temps manquait. L'expédition devait se terminer. Depuis l'ascension de Whittaker le 1er mai, aucun autre Américain n'avait atteint le sommet. Le camp de base pressait l'équipe de Westridge d'abandonner. Mais Norman Dyrenforth avait une idée. Sur la voie du col sud, 2 alpinistes, Barry Bishop et Luke Gersted, étaient également en position pour tenter l'ascension du sommet. Et s'ils coordonnèrent leurs efforts, le plan était que, le 22 mai, Bishop et Gersted tentèrent d'atteindre le sommet depuis le col sud, tandis que Hornbein et Unseld tenteraient l'ascension par l'arête ouest le même jour. Si les 2 équipes réussissaient et pouvaient se retrouver au sommet, elles réaliseraient la première traversée de l'Everest, en montant d'un côté et en redescendant de l'autre. C'était un plan audacieux. Jamais une montagne aussi haute n'avait été franchie, mais cela prouverait la domination de l'Amérique sur l'Everest en atteignant le sommet et en le conquérant par 2 voies différentes le même jour. Leur plan était en réalité une mission impossible présentée comme une stratégie d'escalade. Hornbein et Unseld installeraient un petit camp pour 2 à 8300 mètres sur une corniche de 45 cm de large, taillée dans la montagne en contrebas. En gros, ces gars allaient se dormir sur une étagère de glace à peine plus large que leur corps, suspendu au-dessus d'un vide de 3000 mètres, à une altitude où le cerveau fonctionne à peine. De là, ils feraient une tentative vers le sommet en une seule journée, puis redescendraient par la voie du col sud. Il n'y avait aucun plan de secours. S'ils échouaient à franchir la montagne, leurs provisions ne suffisaient pas pour redescendre par l'arête ouest. C'était le sommet ou la mort. Alors, le 21 mai, 5 Sherpas ont aidé Tom et Willie à atteindre leur dernier camp. Ces Sherpas, montagnards endurcis ayant vu de nombreux alpinistes, leur ont dit au revoir comme à des funérailles. Ils connaissaient les chances. Cette nuit-là, à 8300 mètres d'altitude, Tom et Willie ont mangé une ration de soupe au poulet et au riz prévue pour 4 personnes. Ils faisaient le plein de glucides avant la journée la plus éprouvante de leur vie. Chaque calorie comptait, ils ont peu dormi. Comment dormir allongé à 6000 mètres, respirant un air si rare qu'on se noie, sachant que dans quelques heures, tu entreras dans l'histoire ou tu mourras en essayant. Ils se sont levés à 4 heures du matin le 22 mai. Le temps était idéal, ciel clair et peu de vent. Ce sont les conditions qu'ils attendaient depuis longtemps. Ils ont mis leurs crampons, des pointes métalliques qui s'enfoncent dans la glace, et ont quitté le camp juste avant 7 heures du matin, encordés pour ce qu'ils savaient être un voyage sans retour vers l'inconnu. À midi, ils ont atteint les flancs supérieurs de la montagne, mais ils étaient complètement désorientés, ce qui n'est pas surprenant. À 8500 mètres d'altitude, leur cerveau manque d'oxygène et ils se trouvent dans un terrain qu'aucun humain n'avait jamais vu auparavant. Ils n'arrivaient pas à déterminer quelle direction menait au sommet. Alors, ils ont fait quelque chose qui serait impensable aujourd'hui. Ils ont appelé le camp de base par radio pour demander des instructions. Même si cela peut sembler drôle, cela montre à quel point ils étaient là perdus, et il n'y avait aucun guide pour les secourir ici. Un échec à atteindre le sommet signifiait la mort certaine. Au cours de la journée, la situation de Willie et Tom a empiré.
Ils grimpaient plus lentement que prévu car l'itinéraire était plus difficile qu'imaginé. La roche était instable et risquée. Leur oxygène commençait à manquer. Le pire, c'est qu'il manquait de lumière naturelle. Ils ont grimpé pendant des heures jusqu'à enfin voir le sommet de l'Everest à 18h15, bien trop tard pour l'atteindre. Le drapeau américain claquant dans le vent sous un ciel qui s'assombrit. Ils l'avaient fait. Ils avaient atteint le sommet de l'Everest par l'arête ouest, exploit jugé impossible par la plupart des experts. C'était franchement l'un des plus grands exploits de l'alpinisme à l'époque. Mais c'est ici que leur histoire devient encore plus incroyable et plus terrifiante. Vous vous souvenez du plan ? Les deux équipes devaient atteindre et se retrouver au sommet le 22 mai puis redescendre ensemble. C'était un bon plan, un plan solide, et il allait être mis à l'épreuve de la pire façon possible. Bishop et Gersted ont atteint le sommet à 15h30 comme prévu. Ils ont planté un drapeau, pris des photos, célébré et attendu. Ils ont attendu pendant 45 minutes. Ils ont scruté la crête ouest à la recherche du moindre signe de Tom et Willie. Rien. Le soleil baissait. Ils devaient amorcer la descente. Pendant ce temps, Tom et Willie peinaient encore à gravir la crête ouest avec plusieurs heures de retard. Arrivés au sommet à 18h, 15 épuisés mais ravis, ils avaient accompli l'impossible. En voyant le drapeau de Bishop et Gersted, ils ont su que la première étape avait réussi. Maintenant, place à la deuxième partie. Ils descendaient par la voie du col sud, une voie qu'ils n'avaient jamais vue auparavant dans l'obscurité avec presque plus d'oxygène. Mais voilà, Tom et Willie n'étaient pas inquiets. Le plan avait un filet de sécurité. Si les équipes ne pouvaient pas se retrouver au sommet, des alpinistes du camp 6 montraient avec des lampes et de l'oxygène supplémentaire pour guider l'équipe de Westridge pendant leur lente descente. Tout était prêt. Que pourrait-il arriver ? Ils ont commencé la descente du sommet à 18h35. En quelques minutes, Willie a manqué d'oxygène. Toujours serein, le soleil se couchait, teintant l'Himalaya de rouge avant de les plonger dans l'obscurité. Pourtant, ils n'étaient pas inquiets. Ils trébuchaient sur un terrain inconnu alors que l'obscurité grandissait tout autour d'eux. Mais ils n'étaient toujours pas inquiets. Vers 19h30, ils atteignent le sommet sud, qui se trouve à environ 8700 mètres. Mais alors qu'ils descendent en rappel dans l'obscurité grandissante, l'anxiété commence lentement à monter. Ils sont venus jusqu'ici et n'ont rencontré personne. À ce moment, les deux alpinistes réalisent lentement la situation. Quelque chose ne va pas. Où est l'équipe de soutien ? Où sont les autres alpinistes prévus pour les aider à descendre ? Effrayé et confus, Willie a allumé sa lampe frontale une dernière fois, probablement juste pour voir ses environs dans l'obscurité grandissante. Et à ce moment-là, il a vu quelque chose qui a fait bondir son cœur. Des traces lumineuses dans la neige devant lui. Dieu merci. Des empreintes de pas, pensa-t-il. Des empreintes de pas signifiaient la sécurité. Des traces montraient qu'il n'était pas seul. Il pouvait survivre à ce cauchemar. Tom et Willie suivirent les empreintes aussi vite que leur corps meurtri le pouvait. Ils se mirent à crier dans l'obscurité, espérant que quelqu'un, n'importe qui, les entendrait et les guiderait vers le bas. C'est alors qu'ils entendirent des voix leur répondre, mais ces voix ne venaient pas d'en bas, du camp. Elles venaient de quelque part sur la crête en contrebas. Il s'est avéré que les voix appartenaient à Bishop et Gersted. Là, ça n'avait aucun sens. Bishop et Gersted avaient atteint le sommet plus tôt. Ils devaient attendre au camp 6 avec des boissons chaudes et de l'oxygène. Au lieu de cela, ils étaient encore sur la montagne. Voici ce qui avait terriblement mal tourné. Après avoir atteint le sommet, le corps de Bishop avait commencé à lâcher. 14 heures d'escalade l'avaient poussé au-delà de ses limites. Il s'effondrait sans cesse, tombant littéralement inconscient en marchant. Gersted le traînait presque en descendant la montagne. Bien qu'ils auraient dû rentrer au camp depuis des heures, l'obscurité les avait bloqués sur la crête. Vers 21h30, les 4 hommes se sont enfin retrouvés dans l'obscurité. Bishop était à peine conscient. Seul Tom avait encore de l'oxygène parce que son détendeur avait mal fonctionné plus tôt. Ils étaient encore loin de la sécurité. C'est alors que Tom et Willie ont compris. Le plan était complètement tombé à l'eau. Il n'y aurait aucune aide du camp 6, non pas parce qu'il n'y avait personne, mais comment pourraient-ils grimper dans l'obscurité totale pour retrouver 4 alpinistes perdus ? Donc maintenant, les 4 Américains sont tous bloqués dans la zone de la mort.
Pas d'abri, presque pas d'oxygène, et ils sont à 8500 mètres d'altitude, où la température est de moins 18 degrés. Tom a donné des comprimés énergétiques à Bishop et Gersted, espérant les garder éveillés alors que les 4 alpinistes réunis tentèrent de redescendre prudemment en équipe, mais cela n'a rien changé. À minuit 30, ils n'avaient presque pas progressé. Épuisés, ils faisaient des erreurs dangereuses dans l'obscurité, tandis que Bishop s'évanouissait sans cesse. Ce qui s'est passé ensuite était ce qui se rapproche le plus d'un pacte de mort que vous entendrez jamais. Après réflexion, les 4 alpinistes ont choisi de s'asseoir sur une corniche, de se reposer et de passer la nuit exposés à 8500 mètres d'altitude. Je vais mettre cela en perspective. Passer une nuit à cette altitude aurait dû tuer les 4 alpinistes. C'est aussi simple, le froid a atteint moins 18 degrés Fahrenheit, mais la montagne leur a offert un cadeau qui leur a sauvé la vie. Le vent est resté complètement calme. Avec une brise modérée, le refroidissement éolien les aurait tués en minutes. Ils se sont blottis les uns contre les autres en groupe, se relayant pour rester réveillés, car si vous vous endormez à cette altitude, il y a de fortes chances que vous ne vous réveillez pas. Leurs pieds gelaient complètement à l'intérieur de leurs bottes. Chaque minute qui passait les rapprochait un peu plus de la mort. Je n'arrive même pas à imaginer la force mentale qu'il a fallu pour survivre à cette nuit. Ces hommes luttaient contre l'hypothermie, l'hypoxie et l'épuisement, tout en s'accrochant à une montagne qui voulait les tuer. Et ils ont tenu pendant des heures à travers la nuit la plus longue de leur vie. Heureusement, à 4 heures du matin, la première lueur est apparue à l'horizon est. Ils avaient survécu à une nuit qu'il aurait dû être impossible de traverser. Mais lorsqu'ils ont essayé de se lever, les dégâts sont devenus évidents. Bishop ne sentait plus du tout ses pieds. Les orteils de Willie étaient blancs et rigides. Les 4 hommes bougeaient comme s'ils avaient épris de 20 ans en une nuit. Le lendemain, les grimpeurs de soutien au camp 6, montant avec de l'oxygène d'urgence, se sont précipités pour les rejoindre. Ils s'attendaient à trouver 4 corps sans vie. Ils ont trouvé 4 survivants ayant accompli ce que les experts médicaux disaient impossible. Survivre une nuit sans abri dans la zone de la mort. Le prix à payer deviendrait clair au cours des jours suivants. Barry Bishop perdrait ses 10 orteils et 2 bouts de doigts. Willie Hansel perdrait 9 orteils. Et voici quelque chose qui vous montre quel genre de personne il était. Il les a en fait conservés dans un bocal et les montrait à ses élèves chez lui. 19 orteils à eux deux. C'était le prix pour entrer dans l'histoire. Mais ils avaient accompli l'incroyable. La première traversée de l'Everest, gravissant l'arête ouest et redescendant par la voie Ticasia normale. C'était un exploit d'alpinisme qui a redéfini ce qui était possible dans le monde vertical. Je sais que le courage de Jake à grimper malgré sa malchance et la détermination de ses coéquipiers à honorer sa mémoire en choisissant la voie la plus difficile montrent combien les humains peuvent être héroïques. L'ombre de Jake est restée sur ce glacier. Chaque pas de crampon de l'équipe au-dessus de la chute de glace résonnait comme un dernier avertissement silencieux. Malgré tout, ils ont persévéré, avançant sur une ligne si mince entre courage et tragédie qu'elle ressemblait à une corde d'escalade usée jusqu'à un fil. Quand vous vous demandez pourquoi ils ont continué à grimper malgré les dangers, souvenez-vous de cela. La grandeur s'achète presque toujours à crédit, et l'Everest envoie la facture en vie, en membres et en légende. Appelez cela de l'imprudence, appelez cela de l'héroïsme. Quoi qu'il en soit, le sommet est toujours là, défiant le reste d'entre nous à décider ce que nous sommes prêts à risquer pour une chance d'immortalité. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.